Bonjour, c'est Kauter Benania et c'est pour l'émission The Cinema Show pour Radio Campus Montpellier. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Kauter Benania est donc en notre compagnie aujourd'hui. Bonjour Kauter, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Contente d'être à Montpellier? Oui, Ouais. j'ai une longue histoire avec Montpellier et notamment avec le Cinémed. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. 3 ans après, donc l'homme qui a vendu sa peau, que vous aviez d'ailleurs présenté au Cinémed en ouverture, vous nous revenez avec un film à la croisée entre le documentaire et la fiction. Ça s'appelle Les Filles d'Olpha. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le dispositif particulier que vous avez mis en place avec ce long métrage? Parce que c'est assez conceptuel. Alors, Les Filles d'Olpha, c'est sur de vrais gens. C'est pourquoi c'est un documentaire. Donc, c'est Olpha et ses filles. Et pour raconter leur histoire, qui est une histoire où il y a une tragédie, une histoire traumatique, mais aussi pleine de lumière et pleine de joie et d'humour, je convoque des comédiennes qui vont non seulement jouer leur passé, le passé de Olpha et ses filles, sous la direction de Olpha et ses filles, mais Olpha et ses filles jouent avec elles et les comédiennes les questionnent sur ce passé. Donc voilà, c'est un dispositif où tout le monde questionne tout le monde et tout le monde convoque le passé et l'examine. Axel? C'était quoi exactement la genèse du projet? Vous pensiez écrire une fiction d'abord sur l'histoire d'Olpha? Non, ça n'a jamais été question d'écrire une fiction parce que d'abord la réalité était tellement forte et j'avais tellement envie de filmer cette femme et ses filles parce que c'est des personnages incroyables. Mais l'idée c'était vraiment d'utiliser les outils du cinéma pour aller chercher très loin dans cette histoire, convoquer le passé, chose qu'on ne peut pas faire ici, là et maintenant, mais qu'on peut faire avec des comédiens. Et au fait, il y a un cliché très connu dans le cinéma documentaire qui est le reenactment, ce qu'on appelle docu-fiction. Donc on a en général des comédiens qui jouent et c'est un cliché que je déteste, mais moi j'aime les clichés. Donc ce que j'ai fait dans ce film, c'est que j'ai pris ce cliché et je l'ai un peu détourné. Donc j'ai ramené les comédiens, je leur ai dit vous n'allez pas faire le reenactment, pas que, mais vous allez aussi poser des questions aux vrais personnages, vous allez réagir, vous allez les inviter à jouer. Donc voilà, c'était pour créer ce laboratoire d'essai où j'utilise les outils de cinéma pour raconter une histoire vraie. Ouais, c'est beaucoup plus assumé par rapport à ce que vous disiez dans ces docu-fictions où souvent c'est pas dit que ce sont des acteurs qui rejouent. En tout cas, c'est la convention. Voilà, c'est ça. Tout le monde sait que c'est ça. Voilà. Et on l'accepte. Et là, c'est vrai que vous le remettez en avant et c'est vrai que c'est une superbe idée. Comment vous avez présenté le projet à Olpha Amrouni et ses filles? Vous leur avez dit directement que ça allait être un film avec ce dispositif-là? Non, au début, je ne savais pas quel genre de film j'allais faire. Je savais j'avais très envie de les filmer, Olpha et ses filles. Donc, je les ai contactés, mais pour comprendre, d'abord pour les connaître, pour voir si elles veulent faire partie de cette aventure. Donc, ça remonte en 2016. J'ai commencé mon premier contact. Après, je ne savais pas trop comment les filmer. J'ai commencé par faire un documentaire très classique. Je l'ai filmé, elle, avec ses deux petites. Ça ne marchait pas. Mais ce processus m'a permis de les connaître un peu plus et d'être en confiance avec elles et elles aussi, d'avoir un échange vraiment très riche. Et ensuite, en 2020, voilà, j'ai repensé le projet pour le rendre plus intéressant. Et c'est là où je leur ai parlé des comédiennes. Et elles ont facilement accepté de se prêter à cet exercice-là, de rejouer des séquences et puis de se voir. Je pense à Olpha qui est jouée par une actrice. Ça a dû être quelque chose aussi de se revoir un petit peu en miroir comme ça.
Alors, pour elle, c'était pas du tout compliqué, au contraire. D'ailleurs, Olfa est fan de Hend Sabri, l'actrice qui joue son rôle, parce que c'est une star dans les pays arabes. Au contraire, pas du tout. Au fait, c'était plus compliqué pour les comédiens, parce que les comédiens, ils n'étaient pas dans leur zone de confort. Un comédien, On le voit dans le film d'ailleurs à un moment. Voilà, on le voit en plus, parce que voilà, c'est des comédiens qui s'affichent comme comédiens et qui disent on va jouer ces personnages qui sont en face de nous. Donc c'était plus compliqué pour les comédiens que pour les vrais personnages. Il y a un enjeu moral dans le fait de rejouer une scène qui a déjà été vécue, surtout avec du coup des gens qui ont vécu cette scène. Comment vous abordez cette question sur le tournage avec les acteurs et les vraies personnes justement? Bah, vous savez, on parle souvent de la narration de soi ou le récit a posteriori, c'est-à-dire quand on a un témoignage face caméra à quelqu'un qui raconte une histoire, c'est un récit a posteriori. Donc le faire jouer par des comédiens, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de... Comment dire et moi, c'est pas que les souvenirs qui m'intéressaient, c'est aussi le fait de les questionner. Donc c'est un méta-documentaire, c'est un documentaire où on convoque le passé pour comprendre le présent et pour comprendre ce qui s'est passé. Donc il est plus de l'ordre de l'essai que d'être dans une rectitude de restitution des faits. Les faits sont là, mais les faits en soi, fallait les questionner, fallait les comprendre et faire les liens. Dans ce sens, ce film, c'est aussi un essai. Et vous avez commencé à parler d'ailleurs de Olfa en tant que réalisatrice aussi. Vous, c'était quoi du coup votre position par rapport à ça, parce qu'il y avait une double réalisation finalement, puisqu'effectivement Olfa, bah, elle donne ses directions, les directions vraiment d'acteurs comme on peut les avoir sur un film d'habitude, mais on les voit filmer, ça participe aussi à ce côté méta. Vous, c'était quoi votre position du coup par rapport à ça? Bah, moi, j'ai orchestré tout ça et j'interviens pour... Olfa, elle dirige Hind, l'actrice qui est en face d'elle. Et parce que c'est elle le personnage. C'est elle l'original et l'autre, c'est son miroir, c'est la copie. Donc, il y a voilà, la personne qui est pour être au plus proche. Donc c'est Olfa qui a la légitimité de dire à Hind, moi je fais ça et moi je fais pas ça. Après voilà, c'est tout ça qui fait la richesse du film. C'est un film collectif qu'on a fait tout ensemble. Et pour rester sur comment s'est fait le film, d'autant plus que là c'est un film documentaire, ça m'intéresse aussi, en tout cas qui mélange documentaire et fiction. Comment il s'est passé le tournage? Est-ce que vous avez d'abord tourné les séquences d'entretien, puis ensuite vous avez refait les séquences filmées de façon classique, on va dire, ou tout était fait un petit peu en même temps? Alors il y a eu plusieurs étapes. On a commencé par les entretiens. Je voulais avoir le récit raconté de bout en bout. Pour avoir de la matière, j'imagine. Voilà. Et ensuite on a filmé les scènes, ensuite on a refilmé des entretiens, donc c'était sans cesse des allers-retours. Et comme le documentaire c'est quand même une structure assez légère, je pouvais me permettre d'expérimenter, de changer le plan de travail, de dire aujourd'hui on ne va pas tourner ça. Voilà, donc c'était des allers-retours sans cesse. Puis vous avez qu'un seul lieu global de tournage aussi, j'imagine que ça a Oui, dû j'ai fait ça aider par rapport à exprès ça, ouais. pour simplifier les déplacements, simplifier la production, être dans quelque chose de simple à manier. J'ai vu que vous citiez Dogville de Lars von Trier d'ailleurs comme source d'inspiration pour ça. C'est quelque chose que vous aviez en tête même au moment du tournage? Oui, c'est un film que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup Lars von Trier parce que dans chaque film, il expérimente des choses, il ose, il n'est pas dans quelque chose de classique. Et je pense que j'ai cité l'exemple de Dogville pour dire on s'en fout du décor. Parce que le décor dans mon film, il n'est pas dans le côté radical de Dogville. J'ai un décor, mais on voit très bien que c'est un décor. La prison, elle est ouverte des deux côtés, c'est un décor posé. On voit très bien que tout est factice. Donc c'est dans ce sens où les spectateurs connaissent tellement les codes que parfois ils s'en foutent de... Il suffit d'un seul élément pour qu'ils identifient un décor. Ouais. Mais ça participe aussi à l'ambiance globale de votre film, d'ailleurs, tous ces petits éléments comme ça, et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Axel? Oui, on peut qualifier Les Filles d'Olfa de film cathartique. Qu'est-ce que vous pensez de
de ce terme pour qualifier votre film. Oui, oui, cathartique, voilà, c'est la poétique d'Aristote, donc ça me va parfaitement. Non, ça l'était pas que pour Olfa et ses filles, ça l'était pour les comédiens, ça l'était pour moi, ça l'était pour l'équipe. Il y avait quelque chose de très cathartique dans l'expérience même, et j'espère que ça transparaît dans le film aussi. Tu as quelque chose à rajouter sur ça, je crois. Le film, il développe en toile de fond, on le voit se dessiner au fur et à mesure, un portrait de la société tunisienne, des valeurs et de l'évolution au travers des différentes générations qu'il met en scène. Est-ce que c'était une volonté du coup dès l'origine du projet de mettre en scène en toile de fond la société tunisienne, ou c'est avec ce qu'il montre, les différentes générations, etc., que du coup ça s'est mis tout seul finalement? Alors moi, je me méfie beaucoup de montrer la société tunisienne, faire une radiographie de la société tunisienne, tout ça, parce que moi je pense qu'on voit un film, enfin, comme Ted Bundy, on ne va pas dire la société américaine, voilà, chaque histoire est particulière. Bien sûr, ça dit quelque chose sur le pays, parce que c'est un film où la grande histoire et la petite histoire Sont connectés. sont très liés, connectées. Donc non, moi ce qui m'intéressait pas, c'était pas la société tunisienne, c'était cette idée de transmission mère-fille, et c'était le thème de l'adolescence, qui est pour le coup ces deux thèmes universels, et creuser ces deux thèmes dans cette histoire-là, c'était la chose qui m'a le plus intéressée. Oui, il y a un vrai rapport de filiation, de sororité entre les filles et tout, c'est vraiment ce qui transparaît dans le film. Oui, mais c'est des thèmes qui m'intéressent, donc voilà, c'est pour ça. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de mise en scène, parce que c'est souvent quelque chose qui est délaissé en documentaire, en tout cas on en parle moins. Et alors votre film, ça joue beaucoup sur des surcadrages, il y a des très beaux jeux de symétrie aussi, et on sent que vous avez placé aussi les personnages d'une façon particulière, ça crée vraiment une chorégraphie dans l'image. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce travail-là? Oui, moi j'aime beaucoup la mise en scène, j'allais dire, mais ça veut rien dire puisque je suis Metteuse en scène. metteuse en scène. Ouais, mais parfois quand on voit certains films, on se dit qu'il n'aime pas trop la mise en scène. Hein. Le documentaire, c'est très spécial. Moi, j'ai eu la chance de faire déjà quelques documentaires où j'ai appris un certain nombre de choses. Effectivement, quand on débarque dans le documentaire, on a envie de capter le moment coûte que coûte. Donc, on est en mode sniper. Et ça, à mes débuts, j'étais un peu comme ça. Et ensuite, je me suis dit, non, il faut réfléchir à ce qu'on est en train de tourner, comment le tourner, qu'est-ce que ça raconte. Et puisque je fais aussi de la fiction, où là, on réfléchit pour le coup, et même en storyboard, tout ça. Donc, c'est la combinaison de ces deux expériences qui m'a permis de faire ce film dans ce sens, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que, par exemple, Olfa était fan de Ensabri, l'actrice. Et du coup, vous avez déjà évoqué un côté très méta. C'était un but de parler de la réflexivité du cinéma ou de cet aspect méta-là dans le film? Un but, non, mais moi je me dis, enfin on vit dans une époque où on a tous des caméras, on sait ce que c'est que filmer, donc continuer à prétendre que la caméra n'existe pas et que le quatrième mur n'est jamais brisé, parfois je trouve ça hypocrite quand je vois des films, enfin ça dépend lesquels les films, et pour le coup, moi je voulais faire un film de notre époque où la fabrication se donne à voir, où les spectateurs savent ce que c'est un acteur, savent ce que c'est qu'une caméra, connaissent tous ces codes, et ces codes participent à enrichir l'histoire. Il y a même une scène du coup où Ensabri parle d'elle-même en jouant le rôle d'Olfa, c'est assez marrant. Est-ce que tu avais une question à ajouter? Non. Alors on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question c'est la suivante, ça nous permet de sortir un petit peu aussi du film. Est-ce que il y a un film que vous avez vu dernièrement au cinéma ou en streaming qui vous a marqué et que vous aimeriez recommander? Un film récent, vous Ouais, voulez un dire? film récent ou un film même que vous avez redécouvert ou quoi, mais... Redécouvert, oui. The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, qui est l'un des films qui m'a inspiré pour les filles d'Olfa, et que je trouve pour le coup très puissant et très méta aussi.
Donc comme ça, il y a un double programme qui peut être fait avec ce film-là et votre film. Bon, en tout cas, on rappelle que Les Filles d'Olpha donc, sort le 5 juillet prochain. Merci à vous, Kauter Benania, de nous avoir fait l'amitié de répondre à nos questions. C'était super intéressant. Merci à vous. Can she be late for her cinema show? Cinema show.